Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour parler de variables aléatoires discrètes. Qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça? Alors déjà, contextualisons. On est dans les probas a priori. Donc on fait des probabilités conditionnelles en première, a priori en spécialité maths. On a appris à réutiliser les diagrammes de Venn, les diagrammes de Carroll, puis surtout l'arbre pondéré ou l'arbre de probabilité dans lequel apparaissent ces fameuses probabilités conditionnelles. Tu peux d'ailleurs aller voir un petit exercice bilan sur ce point-là, histoire d'être bien sûr de maîtriser ça avant de venir faire les variables aléatoires. On te met ça en lien et en description. Alors maintenant, regardons ce que ça veut dire. Variable aléatoire discrète. Allez, commençons par discrète. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle fait pas trop de bruit? Non, je pense pas. Donc, en l'occurrence, discrète, ça fait appel à dans les mathématiques, à quelque chose qui n'est pas continu. Si tu reviens regarder ton bon vieux cours des ensembles de nombres de secondes, tu as vu par exemple les entiers, que ce soit les entiers relatifs ou les entiers naturels, et d'un autre côté les réels. Qu'est-ce qui les distingue? Eh bien, d'un côté, j'ai mes entiers, prenons les naturels, 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Je peux les énumérer, je peux les dénombrer, même s'il y en a une infinité. Je peux venir regarder qu'entre 3 et 4, il n'y a rien. Alors que dans les réels, si je prends 0,01 et 0,02, deux nombres relativement proches, qui eux-mêmes déjà n'étaient pas dans les entiers, et bien entre ces deux nombres-là proches, il en existe quand même une infinité. Je ne pourrais pas venir les compter. Si je prends cet intervalle, 0,01, 0,02, il existe une infinité de valeurs. Alors que dans les entiers, si je prends l'intervalle 2, 8, je peux parfaitement les compter. Le nombre d'individus se trouvant dans cet intervalle entier est fini et parfaitement dénombrable. Les entiers vont être un intervalle discret, alors que les réels vont représenter un ensemble continu. Entre guillemets, les fonctions, ça va être continu, je peux les tracer sans lever mon crayon. Alors que si je prends par exemple des suites, pour ceux qui ont déjà fait les suites en première, eh bien entre U1 et U2, il n'y a pas d'autre terme, ça c'est discret. Bon, petite parenthèse fermée maintenant sur le côté discret. Variable aléatoire, tout simplement pour parler en fait, d'une variable qui va être associée à des expériences aléatoires, donc probabilistes. Bon, maintenant, avant de rentrer un petit peu dans ce contexte là derrière, et je vais essayer de pas trop me perdre dans ce charabia et surtout de te faire comprendre à quoi ça sert, on va regarder des exemples plutôt, pour commencer. Alors par exemple, allez, on va être bateau, je lance un dé et je regarde en le lançant 5 fois, combien de fois apparaît le nombre 2. Eh bien vu que je l'ai lancé 5 fois, je peux avoir la face 2 qui apparaît aucune fois, ou une fois, ou deux fois, ou 3, ou 4, ou 5. Heureusement que je n'ai pas choisi un nombre trop grand. Donc, on va dire que la variable aléatoire x peut par exemple correspondre au nombre de fois que la face 2 apparaît. Et dans ce cas-là, x peut valoir les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc on se retrouve à une expérience aléatoire avec un nombre de fois que la phase 2 apparaît ou n'apparaît pas, et on est venu y greffer une variable qui est un compteur du nombre d'apparitions de la phase 2. Autre exemple, je prends par exemple une entreprise qui organiserait un petit séminaire pour remotiver les équipes pour la cohésion, et on se dirait qu'il y a plusieurs formules. Il y aurait par exemple une formule avec un hôtel coûtant 20 € la nuit et un hôtel coûtant 70 € la nuit. Et puis ensuite, il y aurait le choix entre des excursions, et donc on en aurait certains qui choisiraient une excursion à 20 € et un autre groupe qui ne choisirait tout simplement pas d'excursion et qui irait juste là-bas pour prendre du bon temps entre collègues. Donc en fait, on se retrouverait face à une variable aléatoire qui, cette fois-ci, viendrait compter la dépense d'un employé pour ce petit séminaire. Donc, est-ce qu'il prend la chambre à 20 € ou la chambre à 70 €? Et est-ce qu'il va prendre l'excursion à 20 € ou est-ce qu'il ne va pas la prendre et juste décider de rester à l'hôtel ou rester avec ses collègues sur place?
Donc en fait, on va avoir différents cas de figure que l'on peut dénombrer. Donc en fait, s'il prend la chambre à 20 € et qu'il ne prend pas l'excursion, dans ce cas-là, son séminaire va lui compter 20 €. S'il prend la chambre à 20 € et qu'il prend l'excursion à 20 €, son séminaire va lui coûter 40 €. Ensuite, s'il prend la chambre à 70 € et qu'il ne prend pas l'excursion, eh bien son séminaire va lui coûter 70 €. Et pour finir, s'il prend et la chambre à 70 et l'excursion à 20, eh bien dans ce cas-là, son séminaire va lui coûter 90 €. Donc on se retrouve avec 4 valeurs possibles de dépenses d'un employé qui vont être les valeurs qu'on a énumérées, le 90 € pour le plus cher, jusqu'au 20 € pour celui qui a juste pris la chambre, en passant par le 40, puis le 70. Donc 20, 40, 70, 90 vont être les valeurs possibles prises par X, la variable aléatoire qui va compter combien va dépenser un employé. Allez, un petit dernier exemple. Par exemple, un jeu d'argent où il s'agirait d'aller jouer à un jeu quel qu'il soit, un jeu de cartes, un jeu de dés, un jeu de casino, enfin peu importe, et on fera d'ailleurs un exemple après là-dessus, où il faut mettre une mise par exemple de 5 €, et ensuite en fonction des configurations du jeu, on viendrait à gagner, à perdre notre mise ou à récupérer notre mise. Et on aurait la variable aléatoire qui correspondrait en fait à ce qu'on peut appeler le gain algébrique de la personne qui joue. Donc si par exemple la personne mise 5 € pour jouer et qu'en jouant, la configuration lui fasse gagner 10 €, eh bien ça veut dire qu'à la fin elle aurait gagné les 10 moins les 5, donc elle aurait remporté 5 €. Donc on aurait un gain algébrique de 5 €. Dans une autre configuration, elle ferait un tirage donné et elle récupérerait sa mise. Dans ce cas-là, elle donne une mise, elle récupère cette mise, ni gagné ni perdu, donc jeu qui a servi à rien, 0 €. Et autre cas de figure, il fait une autre configuration et cette fois-ci, il perd sa mise et la mise est laissée à l'organisateur. Et dans ce cas-là, son gain algébrique sera moins la mise. Si la mise c'est 5, donc moins 5. Donc au final, on se retrouverait à donner une variable aléatoire grand X qui correspondrait au gain algébrique et qui vaudrait soit moins 5, soit 0, soit 5. Et on se retrouverait dans ce cas-là avec 3 possibilités pour les valeurs de X. Donc voilà en gros ce qu'est une variable aléatoire. Ça va être tout simplement un compteur de valeurs probabilistes. Donc on a dit un gain d'argent, une dépense, un nombre de fois qu'une face apparaît, un nombre de boules rouges tirées et ainsi de suite, et j'en passe, et des exemples, vous allez en voir plein dans les différents exemples que vous ferez en cours et dans les exercices pour vous entraîner. Bon allez, on rentre 3 minutes dans la théorie, histoire de se faire un petit peu un truc chiant, et après on va partir sur un exemple. Alors tout d'abord, regardons la théorie, qu'est-ce qu'elle me dit? Eh bien, je prends un univers constitué de plein d'issues que je vais appeler E1, E2, E3, EI pour l'issue générique et EN pour dire qu'il y a N issues là-dedans. Donc dans l'exemple du dé que je lance, tout simplement je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ensuite est-ce que je fais 2 ou est-ce que je fais pas 2? Donc en fait il va falloir convertir ensuite ces issues en termes de ce que me demande l'exercice, tout simplement quoi. Donc en fait, avoir une variable aléatoire, ça revient à associer à chacune des issues qui sont dans l'ensemble de tous les cas possibles, une fonction, alors vous verrez, vous ne ferez pas d'études de fonction là-dedans a priori, mais une fonction qui va transformer chacune de ces issues en une valeur donnée, x1, x2, jusqu'à xn, en passant par xi pour la générique. Donc en fait, on aurait ici toutes nos valeurs là-dedans qui vont être transformées en valeurs de variables aléatoires qui correspondent tout à l'heure aux 0, 1, 2, 3, 4, 5 pour le dé ou alors aux valeurs du prix de l'excursion allant entre 20 et 90 €. Donc en fait, là-dedans, il y avait le détail de chacune des issues composé de, par exemple, je prends la chambre et pas l'excursion, et ensuite, hop, je le transforme, et ça me fait la chambre à 20 et pas l'excursion, seulement 20. Et j'ai ma première valeur x1, et je fais ça pour toutes. Puis, à chacune de ces valeurs-là, on les regroupe dans un ensemble de valeurs qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5 pour le dé, 20, 40, 70, 90 pour l'excursion.
Et dans ce cas-là, on va dire que grand X est la variable aléatoire qui regroupe toutes ces valeurs. Puis, on va ensuite chercher pour chacune de ces issues-là, c'est-à-dire pour chacune de ces valeurs-là, la probabilité associée à chacune de ces valeurs. Quelle est la proportion de personnes qui ont pris l'option Gold avec la chambre à 70 € et l'excursion? Et on va regarder la proportion qui va en fait être une probabilité dans nos exercices là-dedans. Et donc, associer à chacune des valeurs de X un calcul de probabilité, cela s'appelle dresser, obtenir, faire, donner la loi de probabilité de X. Donc en fait, faire la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est à chacune des valeurs de X, calculer la probabilité que l'on note P de grand X égale XI. Donc, quelle est la probabilité d'avoir uniquement une seule fois le chiffre 2 apparu dans mes 5 lancers et 2 fois le chiffre 2 pour mes 2 lancers et ainsi de suite. On calcule toutes ces probabilités et derrière, on dresse la loi de probabilité. Donc la loi, en fait, c'est les calculs de probabilité. Le tableau, c'est juste une façon plus élégante de le présenter. C'est l'équivalent, en fait, de votre tableau de variation dans les études de fonctions. Étudier les variations, c'est en général faire une dérivée, étudier le signe et dire que si ma dérivée est positive, ma fonction est croissante. Et je pourrais très bien faire une phrase et m'arrêter là. Mais une façon plus élégante et plus visuelle de le voir, c'est de faire le tableau. Pareil pour ça, je fais mon tableau. Alors, maintenant qu'on sait ce qu'est une variable aléatoire, de façon plus théorique, on a vu les exemples, puis ensuite ce que ça veut dire que de dresser une loi de probabilité, c'est-à-dire calculer toutes les probas et mettre ça dans un tableau, faisons une petite aparté avec les statistiques que tu as fait a priori les années précédentes. Les statistiques, on venait à étudier un caractère donné, et ensuite à chacun de ces caractères, on y associait un effectif. Donc par exemple, je ne sais pas moi, le nombre d'enfants dans une famille. Et on viendrait interroger un échantillon de 1000 personnes et on aurait des gens qui en auraient entre 0 et 6. Et bien dans ce cas-là, on aurait les valeurs qui sont donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis sur les 1000 personnes interrogées, on en aurait tant qui en ont 0, tant qui en ont 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Et donc ensuite, on viendrait faire dans ce qu'on appelle cette série statistique, un tableau qui viendrait regrouper la valeur du caractère étudié, le nombre d'enfants par famille, et les effectifs associés à chacune de ces valeurs. Et on pourrait ensuite venir calculer ce qu'on appelle les fréquences. La fréquence, je te le rappelle, c'est l'effectif donné divisé par l'effectif total. Donc admettons, il y a 100 personnes sur les 1000 qui ont 3 enfants, eh bien ça veut dire que la fréquence associée à 3 serait 100 divisé par 1000, donc 0,1. On voit bien le lien entre la fréquence et la probabilité quand même. On sait qu'une probabilité, dans le cas d'une loi équirépartie, c'est-à-dire comme le D où tout est à une probabilité identique, qu'on fait à chaque fois nombre de cas favorables sur nombre de cas total pour l'effectif, effectif sur effectif total. Il y a forcément une passerelle entre les probabilités d'un côté et les statistiques de l'autre. Et ça s'appellera plus tard les lois des grands nombres. Donc en l'occurrence, le but est de faire un petit peu un lien entre d'un côté la loi de probabilité ici et la série statistique regroupée sous sa forme de valeurs et fréquences. Pourquoi est-ce que je te fais ça en fait? Pour amener un petit peu ce qu'on va faire ici. Puisque lorsque tu faisais des statistiques, ensuite tu allais étudier différents caractères. Des caractères de position comme médiane, quartile, ce genre de choses-là, ou alors la moyenne. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y a tant d'enfants par famille. Tu venais ensuite étudier les caractères de dispersion. Tu as peut-être fait du coup la notion de variance et d'écart type. L'écart type qui mesure la dispersion autour de la moyenne lorsqu'on a fait des statistiques de façon complète. Donc en fait, on a, on va dire, deux caractères principaux que j'ai énoncés là-dedans qui sont d'une part la moyenne qui me dit en moyenne il y a tant d'enfants par famille et ensuite l'écart type. Au plus l'écart type est petit, au plus les valeurs vont être centrées autour de la moyenne. Au plus l'écart type est grand, au plus les valeurs vont être dispersées. Je vais te prendre un autre exemple. Prenons par exemple une personne qui joue au bowling. Et cette personne-là, on va regarder sur une année son score moyen.
Et on va dire que c'est un bon joueur et que son score moyen est de 220. 220 donc sur les 10 entre guillemets lancés. Et donc on va regarder ensuite un autre joueur de bowling qui lui a un score moyen de 222 par exemple. Donc il est un petit peu meilleur théoriquement. Et donc une fois qu'on a fait cette moyenne, on va aller calculer l'écart type. L'écart type de celui qui a 220, admettons, est à 10. Alors que l'écart type de celui qui a 222 est à 30. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on va interpréter ça? Eh bien tout simplement sur la notion de régularité. Celui qui envoie son score à 220 de moyenne, ce qui est chaud hein, quand même déjà au bowling, c'est pas mal, son écart type à 10 veut dire qu'il va être quand même relativement régulier. Grosso modo, il va y avoir 68-70% hein, de ces parties qui vont être entre 210 plus ou moins l'écart type qui était de 10. Pardon, 220. Donc entre 210 et 230, on sait qu'il va faire plus de la moitié de ces parties là-dedans. Donc quand même quelque chose de relativement régulier. Alors que l'autre, qui a un écart type de 30 avec une moyenne de 222, eh bien son écart type de 30 va dire que on va avoir ces fameux 68-70% de parties qui vont se trouver entre sa moyenne de 222 plus 30 et 222 moins 30. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir se retrouver entre 192, qui est quand même moins bien que l'autre du coup, et donc 222 plus 30, 252. Bon, bah, un score un peu plus haut potentiellement, certes, mais potentiellement plus bas aussi. Donc une personne un peu plus régulière, peut-être sujet à l'impact psychologique par exemple. Donc en l'occurrence, on va préférer dans tout ce qui est ces jeux de précision, en général, à moyenne équivalente, la personne qui est plus régulière. Donc on voit bien qu'on a une valeur centrale pour la moyenne et pour l'écart type une valeur de dispersion qui va nous donner plutôt une notion d'échantillon de population ou de caractères étudiés qui vont être tous autour d'une moyenne ou plutôt bien répartis, au plus l'écart type sera grand. C'est ce que d'ailleurs ceux qui préparent par exemple médecine en terminale et qui voient les lois normales, cette notion de moyenne et d'écart type sont vraiment les piliers fondamentaux de la loi normale, quoi. Bon, je m'égare, je reviens là-dedans. Donc maintenant, je vais te faire la passerelle vers le retour à la variable aléatoire et à la notion de moyenne que l'on appelle espérance dans les probabilités, puis de variance et d'écart type qui sont exactement la même chose. Eh bien, ta moyenne dans les statistiques, c'était tout simplement le fait de faire chaque valeur multipliée par chaque fréquence. Eh bien, ensuite, on faisait la somme de tout ça, et ça me faisait la moyenne statistique. Donc ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, et ainsi de suite, jusqu'à plus ça fois ça. Eh bien, l'espérance mathématique va représenter du coup la moyenne des valeurs de x. Eh bien, ça va être la même chose. Une fois que ta loi de probabilité est dressée, il suffit de faire ça fois ça, plus ça fois ça, jusqu'à la fin, plus ça fois ça. Ce qui me donne la somme des XIPI. Une formule à bien retenir. Mathis, si tu m'écoutes, tu l'as bien noté celle-ci, cette formule, et normalement tu t'en souviens bien. Donc du coup, là on a cette première formule de l'espérance mathématique. Maintenant, venons-en à la variance qui nous donne en fait la notion temporaire pour venir calculer l'écart type. La variance sert uniquement ou essentiellement à calculer l'écart type. Donc la variance en fait mesure l'écart de chaque valeur par rapport à la moyenne. Mais lorsque je vais faire un calcul d'une valeur par rapport à la moyenne, je vais avoir des valeurs qui sont en dessous de la moyenne et des valeurs qui sont au-dessus de la moyenne. Et lorsque je vais faire la différence entre les deux valeurs, il se peut qu'une différence soit négative, qu'une différence soit positive et que ces deux s'annulent. Et qu'en moyenne, on se retrouve avec un écart nul. Eh ben non. Ça, c'est pas possible. Donc, il a fallu trouver un moyen de compenser le fait qu'on ait des écarts avec des valeurs de x en dessous et des valeurs de x au-dessus. Et bien, du coup, on a mesuré les écarts au carré. Et chaque écart au carré, ensuite, a évidemment été pondéré par la probabilité, car une valeur qui a une proba de 0,7 et une valeur qui a une proba de 0,01 n'a pas le même poids sur les écarts. Donc, la variance représente la somme de tous les écarts au carré fois la probabilité. Et l'écart type, ensuite, vient régler ce problème du carré en faisant la racine carrée de ceci. Donc en fait, celui qui va me dire « Ouais, moi je connais bien la formule de l'écart type, mais par contre je ne sais pas faire la variance », du coup tu ne sais pas faire l'écart type non plus, je suis désolé, puisque tu as besoin de faire la variance, quoi.
Donc, analysons un petit peu rapidement et on va aller vers l'exemple. Donc, l'espérance va représenter, par exemple, dans le cadre de l'excursion, eh bien, la dépense moyenne d'un employé pour son week-end de séminaire. Ça va représenter en moyenne le nombre de fois qu'apparaît la phase 2 lorsque je vais lancer 5 fois mon dé. Et ensuite, bah, admettons, ça va être un nombre évidemment qu'on prend entre 0 et 5. Si tu fais ton espérance et que tu lances 5 fois un dé et que tu trouves 7, dis-toi que tu t'es trompé. Alors que l'écart type va plutôt me donner la notion de dispersion. Pour revenir à l'excursion, si on a un écart type plutôt serré, eh bien ça veut dire que quasiment tous auront choisi cette valeur centrale, admettons, autour d'une valeur moyenne à 50 €. Parce qu'on n'est pas forcé de tomber sur une des valeurs de X, vu que c'est une moyenne. Alors qu'au contraire, si l'écart type est plutôt grand, ben ça veut dire qu'on en a plein qui ont choisi l'offre la moins chère et plein qui ont choisi l'offre la plus chère, quoi. En gros, c'est relativement réparti. Bon, voilà. Désolé si je t'ai perdu un petit peu là-dedans et maintenant on va faire un petit exercice d'application pour regarder cette notion de variable aléatoire qui, je te le rappelle, est en fait un compteur probabiliste qui vient nous prendre à chaque valeur d'un univers donné une valeur de x qui me forme la liste des valeurs de la variable aléatoire et ensuite la loi de probabilité qui revient à associer à chaque valeur de x sa proba. Allez, j'efface tout ça et on va faire un exemple. Alors du coup, je te mets là l'exemple que l'on va faire. Hein. Donc tu as l'énoncé qui est ici. On va le parcourir rapidement. Donc en fait, on parle de lancer 2 dés tétraédriques. Donc je te rappelle que tétraédriques, ce sont des dés à 4 faces, dont les faces vont être numérotées de 1 à 4. On lance les 2 dés et on s'intéresse à la somme obtenue dans la face qui apparaît. Donc du coup, on obtient pour le premier dé 1, 2, 3, 4 et pour le deuxième dé 1, 2, 3, 4. Donc avec des sommes qui peuvent aller de 2 jusqu'à 8. Donc on nous demande dans un premier temps de donner un tableau qui va nous permettre d'avoir tous les cas possibles. Puis après, on nous demande de donner les valeurs possibles de x, de venir dresser la loi de probabilité et ensuite d'associer ça à un jeu d'argent. Donc en fait, en quoi consiste ce jeu? Où on donne une mise qui correspond à donner 3 € à l'organisateur et en fonction de ce que l'on fait, si on fait 5, on perd. Ça veut dire qu'en fait, on a donné nos 3 € et on les a perdus. Ensuite, si on fait du coup strictement moins que 5, c'est-à-dire 2, 3 ou 4, et bien dans ce cas-là, on récupère la mise. Donc en fait, on a donné 3, il nous rend 3. C'est comme le ticket qu'on gratte à 2 € et il y a marqué 2 €. Bah, du coup, on a donné, on récupère. Puis ensuite, si on fait plus, parce qu'on nous dit donc sinon, donc si on fait 6, 7 ou 8, on gagne 5 €. Ça veut dire qu'on a donné 3, on récupère 5. Donc en fait, tu as gagné 2 €, quoi. C'est pas non plus dingue. Et donc on va nous demander ensuite d'avoir la loi de probabilité de ça et l'espérance pour voir une interprétation de ça. Donc en fait, qui te demande interprétation d'une espérance va demander si le jeu, dans un jeu d'argent, est-ce qu'il est équitable, est-ce qu'il est favorable à l'organisateur ou est-ce qu'il est favorable au joueur. Donc commençons tout d'abord par regarder tous les cas possibles. Et là, en fait, ce qu'il faut faire lorsque tu lances 2 dés, il te faut un tableau à double entrée. Un tableau avec l'apparition du D1 et avec l'apparition du D2, où on peut faire 1, 2, 3 ou 4. Et pareil pour le D2, 1, 2, 3 ou 4. Hop, et voilà le tableau qu'on appelle tableau à double entrée. Donc dans ce tableau, on va y mettre la somme obtenue des 2 dés. 1 et 1, ça fait 2, puis ensuite 3, 4 et 5, puis ensuite ici 3, 4, 5, 6, et pareil on continue, 4, 5, 6, 7, et pour finir 5, 6, 7 et 8. Donc déjà, on peut voir que on a bien fait apparaître les différents cas possibles et on va pouvoir les dénombrer. Pas besoin des outils de dénombrement que tu verras en terminale pour dénombrer ça. Donc en l'occurrence, on a une mise qui est m égale 3. Ensuite, on sait que si on fait 5, on perd
Ce qui veut dire que grand X, la variable aléatoire associée au gain algébrique, est égale à notre gain, 0 moins la mise, donc moins 3. Et dans ce cas-là, P de grand X est égal à moins 3. On va le calculer dans le tableau en venant compter le nombre de fois qu'il y a 5. Allez, je ne les fais pas de suite, je vais d'abord regarder les valeurs possibles de X. Ensuite, si on fait moins que 5, c'est-à-dire 4, 3, 2. Donc si 4, 3 ou 2, on récupère. Ce qui veut dire que grand X est égal à 3 moins 3, donc 0. Et pareil, on va venir calculer P de grand X est égal à 0 en utilisant une fois de plus ce que l'on a fait ici. Et pour finir, si on fait 6, 7 ou 8, donc 6, 7 ou 8, on gagne 5 €. Ce qui veut dire que grand X est égal à 5 moins 3 égale 2. Et on va calculer P de grand X égale 2. Donc, en listant tout ceci, on a grand X, la variable aléatoire, qui appartient à l'ensemble des valeurs moins 3, 0 ou 2. Donc, moins 3, 0 ou 2. Donc on voit bien que par rapport à toutes les théories qui avaient marqué tout à l'heure en début de vidéo, bon, c'est pas si compliqué, il suffit de regarder les cas possibles et de ramener ensuite ça en termes d'exercices concrets, quoi. Donc maintenant, là, en gros, on vient de faire cette fameuse partie qui me dit à chaque valeur de mon ensemble des cas possibles, de l'univers, je viens prendre une fonction qui me fait mes valeurs de la variable aléatoire. Maintenant, regardons les probabilités que l'on va avoir. Donc ici, ici et la première. Combien est-ce que j'ai de fois 5 qui apparaît? 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 fois le chiffre 5 qui apparaît. Divisé par, j'ai combien de cas possibles? J'en ai 4 fois 4 égale 16. Donc 4 sur 16. Ou encore un quart. Ensuite, combien de fois est-ce que j'ai la valeur grand X égale à 0, c'est-à-dire combien de fois apparaissent 4, 3 ou 2? 4, 3 ou 2, c'est ce que j'ai ici. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai donc 6, toujours sur 16. 6 sur 16, que l'on peut simplifier. Je divise par 2 en haut et en bas, ce qui me donne 3 huitièmes. Puis maintenant, quand est-ce que je gagne, c'est-à-dire que je fais 6, 7 ou 8? 6, 7 ou 8, j'en ai 3, 4, 5, 6. Donc pareil, 6 sur 16, c'est-à-dire 3 sur 8. Bon, eh bien, on va dresser la loi de probabilité. Donc, on obtient la loi de proba de X. Donc, on met dans un tableau grand X égale XI et P de grand X égale XI. Je mets dans ce tableau les valeurs possibles que l'on a listées pour grand X, donc moins 3, puis 0, puis 2, hop. Et ensuite, en moins 3, on a vu que c'était un quart. Hop. En 0, on a vu que c'était 3 huitièmes. Et pour finir, en 2, pareil, 3 huitièmes. Bon, et bien maintenant, regardons la dernière question qui consiste à me demander l'espérance mathématique. Alors, espérance. On sait que l'espérance mathématique, grand E de x, est égale à la somme des xi pi. Combien a-t-on de valeurs? On en a 3. Eh bien, de i égale 1 à 3.
Donc là, le i, c'est juste un compteur. Ça, c'est le x1, ça, c'est le x2 et ça, c'est le x3. D'où le fait que i va de 1 à 3. Ce qui correspond, en reprenant mon calcul, à moins 3 fois 1 quart, plus 0 fois 3 huitièmes, plus 2 fois 3 huitièmes. J'ai donc moins 3 quarts, ça dégage. Je simplifie mon 2 et mon 8, plus 3 quarts. J'ai donc une espérance qui vaut 0. Bon, ça, c'est la vie des maths, celui où on fait des choses qui ne sont pas toujours dans la vraie vie. En l'occurrence, une espérance mathématique lorsqu'un organisme fait quelque chose, la Française des Jeux, le casino, l'espérance est toujours négative dans les vrais jeux à l'extérieur. C'est obligé, sinon ils ne gagneraient pas et forcément ça ne serait pas rentable pour eux. Dites-vous bien qu'il y a une seule personne qui gagne à l'euro-million toutes les semaines, c'est la Française des Jeux. Allez, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien en fait, ça veut dire que l'espérance mathématique de ce jeu virtuel est nulle. Donc en fait, ça veut dire que si je joue plein de parties, eh bien en moyenne, je vais autant gagner que perdre et je vais me retrouver en fait à ni gagner ni perdre de l'argent. Un coup, je vais perdre 3 et puis un peu plus souvent, je vais gagner 2 et puis au final, je vais aussi de temps en temps récupérer ma mise. Et puis au final, lorsque je vais faire la somme de mes gains et de mes mises, il se trouve que j'aurais donné autant d'argent que ce que j'en aurais récupéré. Donc en fait, je joue pas à ce jeu et c'est bien mieux. Bon voilà, donc là on vient de voir comment dresser une loi de probabilité, comment est-ce qu'on calcule une espérance et comment est-ce qu'on l'interprète en termes de ce qu'elle représente ici de gains moyens. Et bien voilà, après cette vidéo un petit peu fastidieuse peut-être pour le début de la vidéo où c'était un peu chiant de présenter de façon théorique la loi de probabilité, on a vu un petit exemple ici qui j'espère t'a permis de mieux comprendre cette notion-là. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce vers le haut, puis à la partager auprès de tes amis, à la commenter et à venir t'abonner sur notre chaîne en activant la petite cloche. Et ensuite venir nous voir sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, sur Internet. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée, beaucoup d'entraînement et je te dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!